Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Dimanche en politique. Alors à 15 jours du premier tour des législatives, nous allons nous pencher sur la 10e circonscription de Gironde, dont Libourne est la sous-préfecture. Alors 4 des candidats en lice sont sur ce plateau pour débattre. Au total, ils sont 11, dont on voit la liste à briguer le mandat de député. Je rappelle que nous avons tenu compte des meilleurs scores aux législatives de 2012 pour constituer ce plateau, à l'exception du candidat d'En Marche, mouvement du président de la République, Emmanuel Macron. Nous sommes évidemment conscients que ce choix engendre des frustrations, nous nous en excusons, mais il fallait une règle et c'est celle-ci qui a été retenue. Bonjour à tous les quatre. Florent Boudier, vous êtes le député sortant, ex-PS, désormais sous les couleurs d'En Marche, République En Marche. Jean-Paul Garot, vous êtes conseiller municipal à Libourne, candidat LR sans les UDI. Vous n'avez pas eu d'accord avec M. Charles Pouvreau, on dirait pourquoi d'ailleurs. Antoine Garanteau, vous êtes le candidat du Parti socialiste, premier adjoint à Mouillac, et Sandrine Chadourne, candidate du Front National, conseillère régionale, élue à Sainte-Foy-la-Grande. Alors l'élection présidentielle a rebattu les cartes et bouleversé le rapport de force de cette circonscription, comme de tout. D'ailleurs, on va regarder les résultats à l'issue du premier tour des présidentielles. C'est le Front National de Marine Le Pen qui arrive en tête avec 25,22%. En Marche, Emmanuel Macron deuxième avec 22,30%. Mélenchon 18,93%. Fillon 13,81% et le Parti socialiste 6,7%. Antoine Garanteau, le Parti socialiste qui était majoritaire est à 6%. Est-ce que ce n'est pas un handicap insurmontable? Écoutez, je pense que l'électorat de gauche s'est exprimé. Je pense qu'une bonne partie de l'électorat français a souhaité voter pour des extrêmes. C'est un signal d'alerte pour les élus, pour nous tous. Donc je crois qu'il faut réagir à cette situation. Et quand, comme dans mon cas, on est très engagé à gauche depuis longtemps, je crois qu'il faut qu'on se ressente sur des fondamentaux, sur l'enjeu de la conviction que la collectivité est là pour s'intéresser aux plus fragiles d'entre nous, les habitants, les entreprises les plus fragiles, les collectivités les plus petites, veiller aux équilibres territoriaux et puis surtout quand on prétend se projeter vers un avenir politique, l'enjeu fondamental il est de s'intéresser à la jeunesse, l'avenir d'un territoire national, départemental. Alors Jean-Paul Garot, il n'y a pas eu d'accord avec l'UDI de Charles Pouvreau, qu'est-ce qui n'a pas marché entre vous ? Écoutez, je crois qu'il faut le demander à Jean-Christophe Lagarde, c'est lui qui a pris la décision. Moi j'ai entendu des bruits, tout ceci a été fait sans m'en parler d'ailleurs, et je pense que j'étais peut-être considéré comme trop à droite par l'UDI. Bon. Ceci étant, il y a une primaire, donc c'est-à-dire que le premier tour va servir de primaire, et qu'à l'issue, il y a un accord de désistement. Et c'est important, bien sûr, pour celui qui sera le mieux placé. Chacun va courir sous ses couleurs. Je cours sous les couleurs LR et il va effectivement porter les couleurs de l'UDI. Et on verra ensuite. Mais alors, Sandrine Chadourne, vous êtes, le FN arrive en tête dans cette circonscription. Alors pourquoi, au fond, réussiriez-vous où Marine Le Pen a échoué, c'est-à-dire à rassembler plus de 50% au second tour ? Elle a échoué, certes. Après, elle a quand même forte de 11 millions d'électeurs, quasiment. Donc, je pense que je peux réussir, effectivement, à rassembler un bon nombre d'électeurs derrière moi. Je suis pour la ruralité et il se trouve que dans la circonscription, la ruralité est importante. Et ce n'est pas... c'est quand même là où on fait les meilleurs scores, loin des problèmes de l'immigration. Donc malgré tout, je pense que le Front National a une bonne carte à jouer sur cette circonscription et je compte bien faire valoir ses couleurs. Alors Florent Boudier, la dynamique est derrière vous, mais comment expliquez-vous, ou comment vivez-vous plutôt personnellement ce changement de parti entre ces deux élections? Vous étiez socialiste et maintenant République En Marche. Oui, je m'en suis déjà expliqué à plusieurs reprises. J'ai été élu député à l'âge de 38 ans, ce qui est assez jeune, et j'ai découvert le système politique national, et ses blocages, et ses impuissances. Et de façon générale, à titre personnel, moi je ne supporte plus quand un homme ou une femme de droite se lève, généralement à la veille des élections législatives ou présidentielles, pour dire si le pays en est là, c'est à cause de la droite, ou un homme de gauche ou une femme de gauche qui dit la même chose à propos de la droite. Voilà. Et la réalité, c'est que si l'on regarde les 15, les 20 dernières années, sur le chômage de masse, sur la question de l'intégration citoyenne, sur la question de l'ordre public, du terrorisme, bien sûr, de la compétitivité économique du pays, l'échec, il est partagé.
droite et gauche confondues. Et je crois qu'il y a nécessité, dans cette période, de savoir se rassembler entre personnes qui sont modérées, qui partagent une même philosophie de l'action publique et qui surtout ont envie d'efficacité publique. Parce que, cela a été dit tout à l'heure par M. Garanto, il y a une colère citoyenne, il y a une défiance démocratique, elle est extrêmement forte, elle est profonde, elle traverse tous les territoires, toutes les catégories sociales. Et la meilleure façon d'y répondre, c'est l'efficacité publique par rapport à tous les grands sujets que j'évoquais à l'instant. Alors, puisque vous parlez d'efficacité publique, cette circonscription est aussi marquée par un certain nombre de mesures gouvernementales qui ont été prises. Je veux parler, par exemple, des zones de sécurité prioritaires, dont on va reparler dans un instant, mais aussi des politiques pour l'emploi, le plan zéro chômeur Castillon-la-Bataille, des politiques de la ville et Sainte-Foy. Alors, sur cette question de l'emploi, je voudrais que vous nous disiez, les uns et les autres, ce que vous pouvez amener sur cette circonscription. On peut commencer par vous, Jean-Paul Garot. Est-ce que je peux me permettre, par rapport à ce qu'a dit Florent Boudier, quand même de dire un mot? Parce que ce qui est important, bien entendu, c'est aussi les porteurs de projets par rapport à des choix qu'ils ont faits. Moi, j'entends ce qui a été dit, mais en 2012, lorsque nous nous sommes retrouvés en débat, j'étais face à quelqu'un qui était tout à fait pro-Hollande, bien entendu, et puis qui a surtout, tout au long du mandat, soutenu M. Hollande. Et ensuite, donc, il y a un bilan qu'il faut assumer, M. Boudier, quand même. Par rapport à cela, ce serait trop facile d'essayer de... Bon. Alors, ce n'est pas dans un esprit de polémique, mais si vous voulez, il faut quand même reporter les choses comme elles sont. Vous avez été élu pour la première fois il y a 15 ans. J'entends bien les grands discours, mais quand même, il faut se souvenir des mouvements entre le Parti Socialiste, voilà. Mais enfin, bon, ceci étant, je me retrouve maintenant vers... Allez, sur l'emploi, parce qu'au fond, les téléspectateurs, ils vous attendent sur des questions concrètes de politique. Mais voilà. Non, parce que, également sur le programme, rappelons quand même que le programme d'Emmanuel Macron est sorti très tard, très tard. Et que, notamment en matière d'emploi, et je viens à votre sujet, à votre question, en matière d'emploi, beaucoup de choses ont été récupérées, entre guillemets, par M. Macron dans son programme. Par exemple, la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est absolument indispensable. Le retour au plein emploi par la baisse des charges, et naturellement sur les entreprises, sur le commerce, l'artisanat. Ce sont des choses que nous portons, que je portais en 2012, que j'ai porté tant que j'ai pu. Et puis maintenant, on voit arriver effectivement des connotations nouvelles par rapport à ça. Vous êtes d'accord avec le programme non, pas tout à fait, parce qu'il y a deux points centraux sur lesquels ça ne va pas du tout, et dont M. Boudier n'en parle pas d'ailleurs beaucoup. C'est bien entendu, nous estimons qu'il faut baisser les charges, l'impôt sur le revenu, 10% de moins, et surtout, bien sûr, la question de la CSG avec une augmentation de la CSG qui va impacter beaucoup de monde, les retraités, les épargnants, les fonctionnaires, 21 milliards à trouver, M. Boudier. Bon, et ça, vous n'en parlez pas trop dans vos tracts. Sur cette question de l'emploi, Antoine Garanto, au fond, pour qu'on puisse un peu identifier les choses sur le périmètre de la circonscription, les gisements d'emploi, où est-ce qu'ils se situent ? Les gisements d'emploi, on doit les rechercher dans une politique et dans une stratégie très innovante dans un certain nombre de domaines. Le domaine, par exemple, de l'économie circulaire. On a un outil en Libournais qui s'appelle le SMICVAL, qui fait un travail remarquable dans tout l'enjeu du recyclage donc des déchets. Et là, on a réellement un gisement d'emploi important à travailler, parce qu'on est à l'embryon de ces enjeux écologiques avec le fait de sortir effectivement de cette production d'énergie à base de sources fossiles. Donc là, on a vraiment un gros travail à mener. Et puis, on voit bien que les métiers de la production de richesse aujourd'hui nécessitent de moins en moins de main-d'œuvre humaine. Et donc, on a vraiment la nécessité de développer les enjeux dans des métiers de service, des services à la personne, des services aux jeunes. L'enjeu de l'éducation et de la culture est fondamental. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'enjeu culturel, il est très important pour donner aux jeunes les moyens de se constituer un avenir personnel et professionnel. Et là, on aura des enjeux énormes en termes de retombées économiques et d'emploi sur le territoire. Oui, Sandrine Chadourne, sur cette question de l'emploi, quelle est votre politique sur la circonscription ? Alors, il y a quand même en Gironde à peu près 9000 chômeurs, donc il serait bon effectivement aujourd'hui de pouvoir baisser les charges, et malheureusement le programme de M. Macron fait l'inverse, donc avec je pense l'arrêt du RSI comme vous l'avez proposé, va passer de 40% à 60% d'après vos programmes au niveau des charges sociales pour les entreprises. On sait que ça va être ce sera absolument dramatique. Il va y avoir aussi malheureusement un impact considérable sur
la viticulture par rapport aujourd'hui, malheureusement. Qu'est-ce que vous proposez, Mme Chadourne? Il faut une aide fondamentale par rapport à ceux qui ont subi le gel déjà, parce que malheureusement, il faut savoir que ça impacte les viticulteurs, mais ça impacte aussi tout un tas d'entreprises derrière qui vont certainement ne pas créer d'emplois ou voire même débaucher, parce que du coup, la production ne sera pas là la prochaine. Ils ont perdu 80% de leur production. Ça va être considérable pour les années à venir. Donc, il faut aider ces entreprises à survivre. Il faut développer la formation chez les jeunes, développer l'apprentissage. C'était dans le. Mais là, tout le monde est à peu près d'accord sur ça, la formation et l'apprentissage. Non, on n'est pas d'accord, parce que l'augmentation de la CSG, je suis désolée, mais c'est quand même 1,7 d'impact sur les gens qui travaillent. C'est absolument considérable. Je veux dire, même les petites retraites vont se retrouver impactées là-dessus, et c'est scandaleux. C'est scandaleux. Sur cette question, Florent Boudier de l'Emploi. Est-ce qu'on peut, dans un débat de 26 minutes, je sais que c'est difficile, mais rétablir la vérité? Non, les charges vont baisser. C'est même le cœur même du projet d'Emmanuel Macron. Il y a une différence, effectivement. François Fillon proposait la baisse des charges grâce à l'augmentation de la TVA de 2 points, que vous avez totalement abandonné cette fois-ci pour les législatives. Ça n'existe plus, donc vous expliquerez comment vous baissez les charges sans TVA. Et nous faisons la proposition de la CSG, parce qu'elle va au-delà des rémunérations, des salariés. Elle va aussi sur les revenus du capital. Et l'augmentation de la CSG sera largement compensée par la suppression des cotisations maladie et des cotisations chômage pour tous les salariés. Pour tous les salariés. Maintenant, je voudrais répondre parce que c'est l'essentiel. On est dans la 10e circonscription de la Gironde, c'est le Libournais. Évidemment que ce qui est majeur en termes d'emploi pour nous, c'est la viticulture. C'est toute la filière vitivinicole. Elle vient de subir un drame, une catastrophe avec le gel. Et donc là, il y a des mesures structurelles qu'il faudra prendre. Et il faudra que tous les acteurs locaux, d'ailleurs, se mobilisent et se rassemblent, au-delà des sensibilités politiques, tous les syndicats viticoles, pour faire des propositions, notamment pour la construction d'une épargne de précaution climatique. C'est absolument essentiel. Il y a des enjeux de décrochage professionnel très lourds dans le territoire libournais. Nous travaillons à Castillon-la-Bataille avec son maire sur un dispositif zéro chômeur de longue durée. On voit à quel point la cassure, à la fois sociale et professionnelle, est terrible dans un territoire qui a subi une très forte paupérisation au cours des 15 dernières années. La viticulture, par conséquent, est lutter contre le décrochage professionnel. Juste un mot, parce qu'après on va changer de chapitre. Très précis. Bien sûr, c'est la suppression de toutes les charges sociales pour les apprentis et pour également les jeunes en alternance. Il y a un énorme projet que nous portons sur les apprentis et sur les jeunes en alternance. Sur les cotisations sociales, il y a beaucoup à dire. On n'a pas le temps, mais ça ne concerne que les salariés. Or, vous voulez faire... Non, juste un point. Vous voulez juste faire supporter... Non, mais ma réponse ne vous plaît pas, mais c'est pourtant ma réponse. Vous voulez faire supporter, finalement, tout ceci à... disons, l'augmentation de la CSG va toucher beaucoup de monde. Alors que, finalement, la baisse des cotisations... Attendez, ne va concerner... La baisse des cotisations ne va concerner que les salariés. Il ne faut pas être trop technique, parce que... Non. Mais or, vous irez voir un arrêt du Conseil constitutionnel du mois d'août 2010, je crois, qui a rejeté. C'est pour ça qu'il faut étatiser. Vous ne pouvez pas faire. Allez, juste pour clore ce chapitre, Antoine Garanto, un mot, et après il faut passer à autre chose. Ce débat tourne au dialogue, parce que moi je voudrais souligner quand même que vos 3 invités ici parlent de charge sociale, et moi je voudrais souligner que les mots ont un sens, et personnellement j'ai banni de mon vocabulaire ce terme de charge, et j'utilise le terme de contribution sociale. Et je crois qu'il faut faire très attention au moment de réduire inconsidérément les contributions sociales, parce que quand on réduit... Elles servent à financer la sécurité sociale, les infirmières, elles servent à financer le service public, et le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Et il faut être très vigilant à ça. Et dans notre circonscription du Libournais, comme dans beaucoup de circonscriptions rurales, les services publics reculent, et c'est un vrai problème de fond. Et dernier point sur la question de la viticulture, vos invités nous parlent de restructuration, etc. Moi, je voudrais quand même souligner le fait que nous sommes au cœur d'une des viticultures les plus prestigieuses au monde, et que cette viticulture et cette excellence, comment ne la mettons pas au service d'un travail vertueux, d'une agriculture biologique, biodynamique. Et là, je crois qu'il y a un vrai effort à faire au niveau des collectivités, et notamment et surtout au niveau des petites entreprises, les petites exploitations. Et la
coopération viticole qui n'a pas les moyens d'assumer ces conversions au bio. Les grands châteaux en Libournais comme dans les grands vignobles s'y convertissent naturellement, spontanément. Ils voient bien l'intérêt qu'ils ont. Les petites structures, elles, n'en ont pas les moyens. Vous voulez ajouter un mot sur cette question concernant la fonction publique dont vous parlez tout à l'heure, il se trouve quand même que sous le quinquennat que nous venons de subir et sûrement sous le prochain, il y a eu 22 500 emplois en moins dans la fonction publique. Je suis moi-même aide-soignante, je sais ce que c'est. Je travaille 120 000 suppressions programmées sur le prochain mandat. Et 120 000, voilà. Donc je trouve quand même que c'est scandaleux parce que c'est vraiment important d'avoir des hôpitaux de proximité aujourd'hui. Ça va être la mort assurée de ce genre de service. Et malheureusement, comment vont faire nos personnes âgées, nos enfants dans la ruralité? C'est impossible sans les hôpitaux de proximité. Et c'est la mort assurée, malheureusement, avec M. Macron et sa majorité si elle était... On va essayer d'avancer en collant un peu plus auprès de la circonscription avec un ou deux dossiers que je regarde un peu emblématiques. Sur celui des transports, des mobilités, il y a un dossier qui semble être structurant pour cette circonscription. C'est celui de la ligne TER Libourne-Bergerac, qui est inscrit au contrat de plan pour être rénové. Alors là, on peut penser que tout le monde est d'accord sur ce dossier, il faut le faire. Oui. Vous avez 30 secones d'avance, il faut aller vite. Il faut rénover, mais à la charge de qui? Alors c'est ça. Donc, la question est là. Les communes qui doivent prendre en charge cette réfection de la ligne TER, il n'en est pas question. Les communes ne le peuvent pas. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Les communes souffrent 6 500 000 euros, c'est ça, on demande aux collectivités. D'une baisse des dotations de l'État, c'est-à-dire d'un désengagement de l'État. Et en plus de cela, M. Macron veut mettre en place une mesure qui va décharger, certes, un certain nombre de personnes de la taxe d'habitation, mais la taxe d'habitation, c'est la ressource majoritaire des communes. Donc, les communes sont exsangues. Et ça, pour la ruralité, c'est très... Vous êtes pour, mais pas le financement communal. Vous répondez Oui, je réponds deux choses à Jean-Paul Garot. D'une part, le contrat de plan État-région, qui prévoit effectivement avec l'État, qui a été signé avec l'État à l'été 2015, prévoit 6,75 millions d'euros à la charge des intercommunalités. Vous étiez, monsieur Jean-Paul Garot, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, d'ancienne Aquitaine à l'époque. Vous n'avez... Non, vous n'avez jamais défendu... C'est M. Rousset qui est le président. Vous n'avez jamais défendu ce dossier dans aucune intervention, ni dans les commissions, ni dans l'hémicycle. 2015, moi j'ai... Et vous arrivez maintenant, vous avez été élu jusqu'au mois de décembre 2015. Bon, donc il faut être cohérent. Si vous avez des choses à dire, vous le dites, y compris quand vous êtes conseiller régional à l'époque. Et deuxième chose... Ça va être bientôt nous avons Nicolas Sarkozy. Nous avons, avec Alain Rousset, vraiment conscience des difficultés qui sont celles de l'intercommunauté. J'en ai particulièrement conscience parce que je suis très sollicité par la juridiction de Saint-Émilion, par la communauté de communes du Pays Foyen, notamment. Donc il faut le faire, mais Moi, je suggère que la région Nouvelle-Aquitaine fasse l'avance des collectivités territoriales, comme elle a su le faire sur l'étude de la LGV Tours-Bordeaux. C'était il y a maintenant plus de 10 ans. L'avance des collectivités territoriales. Antoine Bianto sur ce dossier. Ce qui est surprenant dans les propos de Jean-Paul Garot, c'est qu'effectivement, il demande à l'État de prendre ses responsabilités et il est également favorable à une baisse des contributions sociales, donc qui alimente aussi d'autant moins le pot commun public que gère l'État. Donc voilà, c'est un peu contradictoire et donc c'est pas très cohérent. Moi, je pense que sur notamment des réseaux lourds, comme effectivement les réseaux ferrés, et effectivement, l'État doit prendre ses responsabilités, s'engager. On ne peut pas à la fois baisser les dotations aux communes, aux collectivités et demander aux collectivités, communes et communautés de communes de s'engager beaucoup plus sur ces terrains-là. Et on est bien sur des terrains déterminants parce que c'est par ce biais de la mobilité que l'on peut effectivement participer au désenclavement. Bien, on a votre position, celle de Sandrine Chadourne sur ce dossier. Moi, je pense que la ligne, effectivement, 26 est fortement endommagée, mais je pense qu'il y a eu un laisser-aller aussi de la part de Réseau Ferré de France qui a laissé complètement à l'abandon cette ligne. Elle appartient à Réseau Ferré de France, cette ligne, et les trains appartiennent à la région, si j'ai bien compris le dossier. Donc, il serait quand même fort dommage, effectivement, que ce soit aux communes impactées par cette ligne à payer la remise en service et les travaux considérables pour la mise en œuvre de cette ligne. Donc je pense qu'effectivement c'est à l'État de prendre en charge, mais l'État se décharge de tout aujourd'hui et malheureusement je crois que c'est pas fini. Et je pense qu'on va avoir de sérieux problèmes. Les communes, si elles doivent payer, n'y arriveront pas. Il va falloir effectivement une aide de l'État considérable. Alors, il y a un dossier qui est aussi assez structurant pour ces circonscriptions, y compris celle de Libourne, c'est celui du numérique. Le haut débit, on sait que ça participe à la fracture territoriale. Il faut financer le haut débit parce qu'au fond, les opérateurs ne vont pas forcément où ça ne les avantage pas. Alors, en l'occurrence, il y a des zones peut-être pas blanches, mais des zones qui sont beaucoup moins desservies dans cette circonscription. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là encore, est-ce qu'il faut que les
collectivités territoriales participent ou est-ce que c'est l'État qui doit assumer pleinement cette charge et pallier au fond ce déficit? Antoine Garanteau, vous êtes un peu en retard. Oui, vous savez, il y a eu une époque où effectivement l'État et les collectivités se sont massivement engagés, par exemple, dans le fait que l'eau publique, l'eau courante arrive dans les hameaux, que l'électricité, aujourd'hui, cet enjeu du numérique, il est fondamental. Moi, je crois qu'il est important que chaque strate donc, dans notre pays se mette au travail sur ces questions-là. On voit tous dans nos communes des travaux s'engager, on voit des tranchées ouvertes pour réparer les assainissements collectifs, et puis on les referme, et puis 8 jours après, on ouvre à nouveau des tranchées pour des lignes électriques ou des lignes téléphoniques. Je crois qu'il est important, vraiment important, et effectivement l'intervention de plus en plus souvent des groupes privés fait que la coordination de ces travaux est de plus en plus difficile. On économiserait beaucoup d'argent à coordonner mieux ces travaux, encore faut-il que l'État, mais en lien bien sûr avec les services des collectivités, puisse coordonner ces travaux qui sont vraiment fondamentaux. Vous êtes un peu en retard sur ce dossier du numérique important, impactant. Bien sûr, important pour les jeunes, pour la recherche d'emploi, pour tout ce qui peut impacter aujourd'hui avec le numérique. Tout le monde sait qu'on est branché continuellement sur nos réseaux sociaux et il faut absolument que dans la circonscription, voire dans la région, tout le monde puisse avoir accès au numérique de la même manière que ceux qui habitent Bordeaux ou Limoges. Donc il faut. C'est à l'État de prendre en charge le dossier. De prendre en charge le dossier, oui. Bon. Oui. En 2 mots, parce que vous êtes en avance, vous parlez beaucoup, Jean-Paul Garot. C'est un débat que j'avais déjà eu aussi en 2012. Donc là aussi, je ne veux pas être. C'est vrai que ça fait 5 ans qui se sont écoulés, on est quasiment presque au même point. Donc ça impacte énormément les petites communes qui n'ont pas les moyens, évidemment. Donc il faut en faire des priorités au niveau des communautés de communes, bien sûr, de la communauté d'agglomération, et c'est à l'État, là aussi, de prendre ses responsabilités. Allez, il nous reste un... Oui, juste, il nous reste 5 minutes. Parce qu'en réalité, le problème, ce sont les opérateurs. Et les opérateurs ne vont pas dans les zones qui ne sont pas rentables. Donc il faut engager le rapport de force. Voilà. Et ce que nous proposons avec Emmanuel Macron, c'est que nous donnerons 18 mois aux opérateurs de téléphonie mobile et pour le très haut débit, pour s'aligner sur la couverture totale du pays. Et il y aura des sanctions financières à travers notamment les redevances d'ondes hertziennes. Et s'ils ne respectent pas, au bout de 18 mois, l'État reprendra la main. Parce que là où je suis en désaccord, ce n'est pas normalement aux communauté de communes de financer ces équipements. D'accord. Donc, globalement, sur ce dossier, il y a presque un consensus. S'il vous plaît, on va passer à un autre dossier. Il faut avancer sur celui de la sécurité, puisque vous êtes une circonscription un peu test avec ces zones de sécurité prioritaires. On peut d'ailleurs poser tout de suite la question à Mme Chadourne. La sécurité, c'est, au fond, un des grands axes de la politique du Front National. L'expérience a montré qu'elle avait un intérêt ou pas, à votre avis ? Non. Non, aucun intérêt. La sécurité n'est pas pris en charge réellement sur le terrain. Moi, je vois au niveau de Sainte-Foy-la-Grande, c'est quand même assez catastrophique. Nous sommes en zone sécuritaire prioritaire. Nous avons énormément de soucis de cambriolage. Il y a eu énormément de cambriolage chez les commerçants à Sainte-Foy-la-Grande. Nous avons une gendarmerie mobile. Nous avons tout ce qu'il faut, tout ce qui a été mis en œuvre pour bénéficier de cette protection, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant, ça coûte très cher à l'État et ce n'est pas suffisant. Je pense que le laxisme judiciaire là-dedans rentre en jeu. Il est évident que ces gens-là sont souvent interpellés par les gendarmes, mais malheureusement, il n'y a absolument rien qui n'est fait. Ils sont relâchés immédiatement, le pouvoir public s'en lave les mains et ça recommence. Et c'est un éternel recommencement parce qu'il n'y a absolument pas de punition. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de punition pour faire arrêter ce genre de délit, nous n'arriverons jamais à l'arrêter. Alors, faites court parce qu'il reste 3 minutes sur ce dossier. Jean-Paul Garot, vous étiez député lorsqu'on a diminué les forces de sécurité dans votre circonscription. C'était sous Sarkozy. Est-ce qu'il faut saluer l'effort ? Je sais bien que c'est encore une fois la faute à Nicolas Sarkozy, alors qu'on sort de 5 ans de François Hollande. Il ne faut quand même pas l'oublier. Sur les effectifs qui ont été rajoutés. La ZSP, c'est uniquement pour compenser les carences effectivement de l'État et ça permet d'avoir simplement des effectifs supplémentaires. Nos policiers, nos gendarmes font de l'excellent boulot. Actuellement, ils ne peuvent plus parce que c'est vrai que par rapport à la liaison avec le judiciaire, plus mais il est prévu 16 000 gendarmes et policiers de plus. Mais M. Macron a rattrapé ça aussi. Il va en créer. Allez, on laisse répondre Antoine Garanteau sur cette question de la sécurité. Ces dispositifs de zones de sécurité prioritaire, de la même façon que les zones zéro chômeur ou les zones d'éducation prioritaire, me posent problème parce qu'on pointe et on stigmatise certaines zones géographiques alors que la problématique, elle est beaucoup plus large. D'ailleurs, je vous ferai remarquer, vous le savez, que le maire de Libourne aujourd'hui cherche à sortir de cette zone de priorité sécuritaire parce qu'elle stigmatise la
la ville. Ça ne veut pas dire que la ville de Libourne ne connaît pas d'insécurité. Il y a de l'insécurité à Libourne. Je pense qu'il ne faut pas, moi je suis contre le fait qu'on traite ces problèmes-là par des touches et des zones géographiques identifiées. Et effectivement, le gouvernement de M. Sarkozy a commencé à limiter les effectifs de police et de gendarmerie. Eh bien, que l'on remette des effectifs partout, que l'on redonne à ces forces de police leurs fonctions préventives dans les quartiers et dans les villages et dans la ruralité. Allez, sur cette question, on évitera ces zones. Et puis il nous reste 2 minutes sur cette question de la sécurité. Il faut bien sûr la maintenir, cette zone de sécurité, à Sainte-Foy-la-Grande, à Castillon, à Libourne. C'est la plus grande de France. Et il a été très difficile de la négocier à l'époque. Mon argument, c'était de dire qu'il n'y a pas que les quartiers difficiles, les grandes agglomérations qui méritent la protection et l'ordre public. Mais bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est pourquoi nous proposons le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes, dont 2 500 gendarmes au moins, qui seront prioritairement affectés au ZSP. Et il faut aussi rétablir une gendarmerie, une police de proximité qui connaît les quartiers, qui connaît les villages, qui sait exactement et qui infuse dans les territoires, de même que le renseignement territorial qui a été supprimé. On va essayer, il nous reste une 20, de vous donner à chacun 15 secondes. Moi, je vous pose une question toute simple. Si vous étiez député, les uns et les autres, quelle serait votre première mesure? Allez, très court, Jean-Paul Garot. La première mesure d'urgence, ce sont les viticulteurs. Effectivement, il faut, on en a parlé, c'est l'absolue urgence. Ensuite, c'est l'emploi. Bien entendu, la deuxième grande mesure, et la troisième, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Mais quand j'entends Florent Boudier, je suis désolé, j'ai l'impression qu'on se situe 5 ans en arrière. Chacun doit répondre à cette question. Madame Chadourne, votre mesure? Évidemment, ça serait de maintenir au maximum les hôpitaux de proximité et d'augmenter considérablement les agents hospitaliers, les infirmières, les aides-soignants. Et quand je parle des petites mains, dans les hôpitaux, parce que réellement on a une crise, une vraie crise dans ce Antoine Garanto, ma priorité en 20 secondes. Ce sera la jeunesse. Ce sera la jeunesse. Toutes ces questions, bien sûr, sont importantes pour chacun de nos citoyens, mais la jeunesse, sur la jeunesse, on travaille à moyen et long terme. Et si on veut que le pays, si on veut que notre Gironde et que notre 10e circonscription enclenche une dynamique vertueuse, on doit fondamentalement conforter, donner confiance. Avec 15 secondes, Florent Boudier, pour conclure. Toutes les thématiques qui sont liées à la ruralité sont essentielles pour nous. Mais le sujet pour les législatives, c'est donner la capacité à agir au nouveau président de la République. Merci en tout cas à tous les 4 d'être venus sur ce plateau pour parler de cette 10e circonscription de dimanche. Restez avec nous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal de la mi-journée. Et bon après-midi sur France 3. Merci.